Bonjour Éric Zemmour, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Votre parole est rare, on le disait, sommet historique aujourd'hui à Londres avec un certain nombre de pays du continent européen qui sont alliés effectivement de l'Ukraine, qui vont à nouveau apporter leur soutien au président Zelensky. À mes côtés ce matin pour vous interroger, Amandine Atalaya, éditorialiste BFM TV, Bonjour. et Ludovic Bonjour. Vigogne de La Tribune Dimanche, Bonjour. notre partenaire pour cette émission. Alors Éric Zemmour, on le disait, on est aux yeux de tout le monde en train de vivre un moment qui est probablement une bascule historique sur le plan politique, sur le plan géopolitique. On a vu ces images à Washington qu'on reverra aussi dans quelques instants, mais c'est à Londres que cela se joue. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants européens seront présents pour apporter leur soutien à Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'alors, Instar, vous, Éric Zemmour, aujourd'hui, vous apportez votre soutien à Volodymyr Zelensky ? Écoutez, je pense que le sujet n'est pas apporter son soutien ou pas apporter son soutien, mais est-ce qu'on achève enfin cette guerre ou est-ce qu'on ne l'achève pas? Est-ce qu'on achève une guerre qui manifestement ne peut pas être gagnée? Est-ce qu'on continue de se battre jusqu'au dernier Ukrainien vivant? Ou alors est-ce qu'on permet à ce peuple valeureux, courageux, qui s'est battu valeureusement contre des forces supérieures en nombre, de souffler et d'arrêter de se vider de son sang? C'est quand même ça le sujet. J'aimerais quand même remettre les choses à leur place. La première chose à faire, c'est d'arrêter tout ce sang coulé du peuple ukrainien. Donc vous appelez le président Zelensky ce matin à déposer les armes ? Non, mais il n'y a pas à déposer les armes. Il y a à trouver d'abord un cessez-le-feu, puis un traité, ou un arrêt, ou un règlement. Je dis depuis le début, c'est-à-dire depuis avant cette guerre, que l'Ukraine ne peut pas avoir, en raison de sa géographie, vous savez, Napoléon disait, on a la politique de sa géographie. C'est comme ça. Ils ne vont pas changer la carte, ils sont à côté de la Russie, entre la Pologne et la Russie, et ils sont le lieu de passage de toutes les invasions depuis 3 siècles, depuis Charles XII, Napoléon, Hitler, qui ont envahi la Russie. C'est comme ça. Donc, il y a une situation particulière. Il faut tenir compte de cette situation particulière. Et moi, j'avais proposé, je n'étais d'ailleurs pas le seul, et ce n'est pas moi qui l'avais inventé, des gens bien plus capés que moi, tels Henry Kissinger et tels même M. Brzezinski, les 2 plus grands conseillers des présidents américains depuis 50 ans, avaient dit il faut que l'Ukraine ait un statut de neutralité, qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN, et qu'il y ait un régime plus ou moins fédéral pour permettre aux populations de l'Est qui sont russes ou russophones d'avoir une certaine autonomie linguistique, etc. Éric Zemmour, pour l'instant, la guerre continue. Et oui. donc, pour donc l'instant, la question qui se pose dans les médias, avant d'arriver à un éventuel cessez-le-feu, c'est dans la mesure où le soutien américain recule, est-ce que les Européens doivent pallier ce recul américain et est-ce qu'il faut fournir plus d'armes, plus d'équipements, plus de matériel encore à l'Ukraine en ce moment? Chère madame, il y a ce qu'on voudrait et il y a ce qu'on peut. On peut. Sans les Américains, les Ukrainiens ne peuvent plus se battre. Voilà, je vous le dis franchement, et je vous le dis nettement. Sans les Américains, sans les armes américaines, les satellites américains, les services secrets américains, il n'y a plus de combat possible. Donc les Européens peuvent s'agiter, ils peuvent faire des moulinets. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas remplacer les Américains. Tout le monde le sait. C'est juste des Monsieur Zelensky le sait. Monsieur Zelensky le sait, Monsieur Macron le sait. Sur les Américains. Comment on doit donc s'aligner sur les Américains et cesser d'aider l'Ukraine. J'essaie de suivre le fil de votre pensée. Mon fil de ma pensée est très simple. Il faut faire la paix. Il faut arrêter cette guerre. Il faut arrêter que les Ukrainiens meurent. Et il faut trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Je vous rappelle, avec mon idée, qui n'était pas mon idée, de neutralité, ça a permis, après-guerre, alors que c'était Staline, pas vraiment attendre, à la Finlande et à l'Autriche, de vivre tout à fait décemment, de prospérer, de vivre en paix et finalement de rejoindre l'Occident. Éric Zemmour, est-ce que ça doit se faire à n'importe quel prix? Certains disent aujourd'hui ce serait une capitulation de l'Ukraine. Mais c'est toujours les grands mots, vous voyez. Mais c'est toujours les grands mots et pendant ce temps-là, le peuple ukrainien se bat et meurt. C'est bien. Ils se battent pour leur survie, pour la survie du... Oui, mais moi, je leur propose justement le moyen de survie. Il n'y aura pas de survie dans une guerre sans fin.
je vous le répète, qu'est-ce qu'on veut? Donc ils doivent laisser les territoires conquis, par exemple, par la Russie ou pas? Pour l'instant, il n'y aura pas le choix. Encore une fois, il fallait éviter la guerre il y a 2 ans. On n'aurait pas cette situation. Il fallait accepter ce statut de neutralité, renoncer à l'OTAN, comme l'a dit d'ailleurs M. Biden avant même M. Trump. Et il fallait avoir un statut souple. Il fallait que les Français et que les Allemands et les Américains à l'époque, c'était exactement les accords de Minsk I et Minsk II, fassent respecter ces accords. Et on n'aurait pas eu cette situation. Donc, de fait, aujourd'hui, concéder la paix dans les conditions actuelles, c'est accorder la victoire à Vladimir Poutine? Mais cette guerre ne peut pas être gagnée par l'Ukraine. Je suis désolé de le dire. Il faut dire les choses aux gens. Avec un pays de 140 millions d'habitants contre un pays de 40 millions d'habitants qui, par ailleurs, se vide de sa population parce qu'il y a des millions de gens qui ont fui, je ne vois pas comment l'Ukraine peut gagner. Alors même que, comme vous l'avez dit, les Américains, qui étaient le premier fournisseur et le fournisseur essentiel, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas que l'Ukraine dans cette situation. La France, quand elle fait une expédition en Afrique, ce n'est pas face à la Russie. Au bout de 3 jours, messieurs, dames, au bout de 3 jours, elle n'a plus de munitions et elle demande les munitions aux États-Unis. Et sans les satellites américains, elle ne peut même pas faire les expéditions en Afrique. Il faut être raisonnable un peu. Par ailleurs, ce qui se joue, excusez-moi, il y a cette guerre et il y a la plus vaste question de la géostratégie. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? En vérité, quelle est la stratégie de Donald Trump? La stratégie de Donald Trump, c'est de faire ce qu'a fait Henry Kissinger et Richard Nixon en 1972, sur les conseils d'ailleurs du général de Gaulle, c'est-à-dire arracher la Chine, à l'époque communiste, à l'alliance avec l'Union soviétique pour affaiblir le grand rival des États-Unis de l'époque, l'Union soviétique. Aujourd'hui, d'ailleurs à l'époque, Henry Kissinger avait dit « il faudra dans 50 ans faire l'inverse » puisque la Chine sera devenue l'ennemi principal. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Donc nous devons effectivement arracher la Russie à l'alliance avec la Chine pour affaiblir la Chine, qui est le grand ennemi de l'Occident et le grand rival de l'Occident. Ce que disent tous ceux qui veulent continuer aujourd'hui de soutenir l'Ukraine, c'est que si on cède à toutes les exigences de Vladimir Poutine, on ouvre la porte à des volontés de conquête de sa part sur l'Union européenne. Je connais cette théorie, mais je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que je pense que d'abord la Russie, l'Ukraine n'est pas pour les Russes la même chose que la Pologne, et encore plus, parce que je connais les craintes de la Pologne, qui sont tout à fait légitimes vu ce qui s'est passé depuis 2 siècles, tous les partages de la Pologne. Mais au-delà de la Pologne, je pense que la Russie n'a pas vraiment de visée sur l'Allemagne ou la France. Mais vous ne croyez pas que la Russie envahirait l'Ukraine en 2022 Non, je ne pensais pas qu'elle allait... Parce que je pensais qu'on allait régler la question. Vous avez raison, il faut toujours être méfiant. Donc vous vous êtes ce matin, vous non, je me suis trompé parce que je pensais qu'on allait régler la question, qu'on allait être raisonnable et qu'on allait faire ce que je viens de vous dire. Mais ce matin, vous diriez que vous pensez que les Russes n'iront pas en Pologne ou dans les pays baltes. Alors, soyons prudents. Moi, j'ai entendu Donald Trump avant-hier. Et je l'ai entendu faire un éloge vibrant de la Pologne. Et dire que les États-Unis défendraient la Pologne. Vous l'avez entendu comme moi. Pas aussi clairement, mais... Ah si, je vous assure que si. Il a fait, regardez le passage, vous verrez. Et donc, effectivement, je pense que la Pologne est protégée directement par les États-Unis. C'est d'ailleurs toute la stratégie de la Pologne, là aussi depuis 2 siècles, parce qu'elle se méfie évidemment des Russes depuis des siècles. Éric Zemmour, justement, vous parliez de cette attitude de Donald Trump, c'est des images extrêmement fortes qui ont fait le tour du monde. Je vous propose de revoir quelques instants de cette séquence sur laquelle on va revenir. C'était dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Regardez. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes. En ce moment, vous jouez aux cartes, vous jouez avec la vie de millions de personnes, vous jouez avec la 3e guerre mondiale. Vous jouez avec la 3e guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux au pays, à ce pays, à ceux qui vous ont soutenu bien plus que beaucoup de gens n'auraient dû. Avez-vous dit merci une fois durant cette réunion? Non. Pendant toute cette réunion, avez-vous dit merci?
Alors on voit ces images extrêmement fortes. Est-ce qu'à vos yeux, Éric Zemmour, comme le disent les Américains, le président Zelensky a manqué de respect à Donald Trump et aux Américains? Écoutez, je ne jugerai pas le président Zelensky, il était dans une situation très difficile. Le langage corporel de ces trois hommes parlait de lui-même. Je dirais qu'il a peut-être fait une faute psychologique, car quand on voit toute On l'a passé en l'entretien, intégralité, effectivement. on voit bien, justement, on voit bien que l'ambiance au début est assez cordiale et que Donald Trump n'agresse pas Zelensky. Donc la faute à Zelensky, là. Je pense qu'il a fait une erreur psychologique quand il a dit aux Américains qu'ils subiraient la foudre de la Russie alors même qu'ils étaient protégés par l'océan. Vous voyez, ça, je pense que c'est une erreur psychologique. On ne dit pas ça à quelqu'un à qui on doit tant. Mais c'est encore pas le sujet. Vous savez, quand je regardais ces images, j'étais comme vous, hein, j'étais absolument fasciné par ce que je regardais. Et en même temps, je vais vous dire, j'ai pensé assez vite, avec un sentiment de gratitude au général de Gaulle qui nous avait dotés de la bombe atomique, justement, pour éviter ça. Parce qu'en 1940, vous savez, on a connu la même situation. Au traité de Versailles, les Américains avaient promis à Clémenceau de soutenir la France si l'Allemagne les attaquait. Et en 1940, les Américains ne les ont pas soutenus, n'ont pas soutenu les Français. Malgré les suppliques de Paul Reynaud, le général de Gaulle le sait mieux que personne, il était directement au cabinet de Paul Reynaud. Donc cette situation-là, nous l'avons connue. Et donc justement pour cela, le général de Gaulle nous a dotés d'une bombe atomique pour que plus jamais nous connaissions cette situation. Et je pensais, avec gratitude au général, mais avec colère, avec colère à tous les dirigeants français qui, depuis Jacques Chirac jusqu'à Emmanuel Macron, ont baissé les crédits de la défense au nom des soi-disant dividendes de la paix proclamés par Laurent Fabius, dans une politique irresponsable, et qui nous met, je l'ai dit tout à l'heure, là aussi, nous aussi, dans la main des Américains. Mais quand vous voyez Donald Trump, comment vous qualifiez son attitude? Quand vous voyez cet échange-là, comment vous qualifiez ça? C'est ce qu'on appelle franc et direct. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donald Trump, il est ce qu'il est. C'est-à-dire formé parce qu'il a été un promoteur immobilier à New York, qui plus est. Voilà, il est ce qu'il est. Et vous êtes le seul aujourd'hui sur la scène politique française, Éric Zemmour, à peu près le seul à ne pas être choqué par l'attitude de Donald Trump, là où d'autres y ont vu une humiliation déplacée d'un président ukrainien qui est en train de se battre pour son pays. Chère madame. Rien ne vous a choqué? Chère madame. Premièrement, Donald Trump fait la politique pour laquelle il s'est engagé pendant sa campagne électorale. Ça fait plaisir de voir un président qui ne renie pas ses promesses de campagne. Il a passé sa campagne à dire au peuple américain: nous ne payerons plus pour l'Ukraine, il faut arrêter cette guerre, ce ne sont pas les intérêts des États-Unis, nous devons nous reporter sur le conflit avec la Chine. Oui ou non? Deuxièmement, vous savez, j'essaye. Alors on peut, bien sûr, il y a toujours des sentiments qui transpercent. On est ému par le plus faible. C'est normal, surtout nous les Français. On a toujours tendance à aimer les petites nations. Les agressés, j'ai lu Kundera, moi aussi. Donc j'ai une tendresse pour les petites nations de l'Europe de l'Est. Je connais tout ça, je sais très bien, mais je sais aussi que, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Et les réalités, c'est les rapports de force. Et les réalités, c'est les grandes puissances et les petites nations. Et les petites nations, malheureusement, c'est la vie. Donc sont soumises aux grandes nations. Tant pis pour elles, les petites nations. Mais cher monsieur, c'est pas tant pis pour elles. C'est qu'elles doivent s'armer et qu'elles doivent devenir le plus grandes possible pour résister et avoir des alliés et les garder. Il y a un agresseur et un agressé dans cette affaire. Cette situation est très complexe. Il y a un agresseur, qui est la Russie, qui a attaqué la Russie en 2022, mais c'était issu d'une situation très complexe depuis des années, de choses qu'on va pas revenir là-dessus. Mais
Finalement, ça ne veut rien dire. C'est pas aussi simpliste que ça. Ah, donc c'est pas aussi simpliste. Je vous non, c'est pas aussi simpliste que ça. Vous savez, en 1939, c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre. Est-ce que vous diriez que c'est eux les responsables de la Seconde Guerre mondiale? En 1914, c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre. Aujourd'hui, on dit c'est les somnambules et ils sont tous responsables. Là, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Il faut regarder. Oui, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Oui. Donc c'est la Russie l'agresseur. Oui. C'est Vladimir Poutine le coupable. Oui, mais je vous dis, ce n'est pas aussi simple dans les relations internationales. Et de toute façon, aujourd'hui, il faut arrêter cette guerre. Voilà. Est-ce que vous vous définissez toujours comme un pro-Trump? Ce qui est terrible avec les journalistes, c'est que vous simplifiez tout. Et quand je dis simplifier, je suis gentil, vous allez toujours au simplisme. Alors, on est pro-Poutine, j'ai eu ça il y a 2 ans, alors maintenant, je suis pro-Trump. Je vais vous expliquer. Il y a dans toute l'histoire de l'Europe et de l'Occident, il y a toujours des grands mouvements politiques, idéologiques, culturels, économiques même, qui, quand ils sont inventés, forgés dans un pays, se répandent dans tout le reste de l'Occident. C'est même à cela qu'on reconnaît qu'on est de la même civilisation. Vous voyez, quand par exemple les Français inventent l'église gothique, il y a des églises gothiques dans toute l'Europe. Quand les Italiens, au Moyen-Âge, les Lombards, inventent la lettre de change, toute l'Europe se met à faire des lettres de change. Et on invente le capitalisme financier. Dans les années 60, vous n'avez pas connu, vous étiez trop jeune, il y avait le grand mouvement progressiste des années 60, des 60s, il s'est répandu dans tout l'Occident. Il est parti de Berkeley, en Californie. Pareil pour le thatcherisme. Aujourd'hui, vous avez compris où je veux en venir. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement de reprise en main par les peuples, de leur identité, de leur liberté. Les peuples se disent, nous sommes la France, nous sommes français, nous sommes allemands, nous sommes anglais, nous sommes américains. Nous ne voulons pas être grands remplacés par une civilisation venue du Sud. Nous ne voulons pas non plus subir l'idéologie woke. Nous ne voulons pas non plus nous appauvrir à cause des normes et des normes, même des normes écologiques. Nous voulons rester occidentaux, nous voulons que Berlin reste Berlin, Paris reste Paris, New York reste New York. Donald Trump incarne ce mouvement aux États-Unis, j'incarne ce mouvement en France. Est-ce clair? Alors évidemment, quand le mouvement en question, grand mouvement idéologique, politique, gagne dans, j'allais dire, l'Empire d'Occident, vous savez, l'Occident a toujours eu des patrons, si j'ose dire. Ça a été la France de Napoléon, ça a été l'Espagne de Charles Quint, ça a été l'Angleterre du 19e siècle. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Quand ce mouvement gagne dans le cœur nucléaire de l'Occident, évidemment qu'il prend une force incroyable. Alors on va dire, il suit la vague de Trump, il est trumpiste. Mais ne ravalez pas tout à un bas niveau. Je participe et j'incarne, je crois, ce mouvement depuis bien longtemps. Quand j'entends M. Vance, tout le monde s'émeut, se scandalise, mais j'ai l'impression d'avoir dit la même chose depuis 20 ans. Non pas que M. Vance me copie, loin de là, mais parce que c'est le même mouvement, vous comprenez? Quand je lis les discours de M. Orban, quand je lis... Voilà, c'est le même mouvement idéologique. Et ce mouvement idéologique est en train de gagner partout. Éric Zemmour, ce matin, dans la tribune dimanche, il y a des mots d'Emmanuel Macron qui sont extrêmement forts. Le chef de l'État qui, évidemment, décrit un moment de bascule et qui, je le cite, dit « Il est minuit moins quart, mais on a encore la main », explique le président de la République. Est-ce que, quand même si vous avez des désaccords profonds, vous le félicitez de ces efforts diplomatiques où on le voit s'activer effectivement fortement et d'essayer de peser depuis plusieurs jours et plusieurs semaines? Alors, je vais vous dire plusieurs choses. Si vous me permettez, si j'ai une réponse, j'ai le temps d'avoir une réponse. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec lui quand il pense que la Russie et cette guerre sont la menace existentielle pour la France. Moi, je pense que la menace existentielle pour la France, c'est le grand remplacement d'une civilisation par une autre venue du Sud. Et que ça, il se couche devant l'Algérie, j'espère que nous en parlerons. On en parlera après. tout à l'heure. Et deuxièmement, sur le plan économique, la menace est chinoise. C'est elle qui va submerger notre industrie, y compris l'industrie la plus brillante et la plus puissante, qu'est l'industrie allemande. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que Emmanuel Macron a été vraiment lamentable, c'est-à-dire qu'il n'a eu aucune constance. Lamentable ? Lamentable. Je vais vous dire pourquoi. Depuis 2 ans, il n'a eu aucune constance. En 2022, il disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie.
Et puis, 1 an après, 18 mois après, il prend la tête de la guerre contre la Russie et il veut envoyer des troupes françaises au sol. C'est n'importe quoi. Troisièmement, je vois ce qu'il a derrière la tête. Qu'est-ce qu'il a, d'après vous? Mais je vais vous dire ce qu'il a. Il veut profiter de ce moment pour accélérer l'agenda fédéraliste européen. C'est la vieille méthode de Jean Monnet que je connais par cœur. C'est-à-dire, on profite d'une crise pour dire la seule solution, c'est l'Europe. Et là, je le vois venir. Et je le préviens. Je le vois venir quand il parle de partager la... On va y venir tout à l'heure, absolument. Je peux venir maintenant. Quand il dit qu'il veut partager la puissance nucléaire de la France à l'Europe. Il ne dit pas tout à fait ça, il dit mettre en discussion. Il va encore partager. Mais il n'a pas à mettre en discussion, monsieur. Pardonnez-moi, c'est très grave ce qu'il ferait. Pourquoi vous y opposez à ce que les pays européens soient sous parapluie français, c'est pas la même chose. Je vais vous expliquer la différence. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. Il y a une différence entre mettre en discussion le partage, parce que ça veut dire donner la bombe atomique française à un aéropage européen apatride, comme aurait dit le général de Gaulle, en clair à Mme von der Leyen, qui s'empare de toutes les compétences, même celles qu'elle n'a pas. Mais ça, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Je vais vous dire, madame, ça serait de la haute trahison. Je pèse mes mots. Ça serait de la haute trahison. De la haute trahison. De la haute trahison. Oui, il devrait passer devant un tribunal pour haute trahison. Donner la bombe atomique française, érigée par le général de Gaulle, et par les efforts des Français, aux autres pays européens, ça serait de la haute trahison. En revanche, ce que propose pour l'instant le président français. Hein. J'espère bien. En revanche, et c'est pour ça que je trouve votre question excellente, dire aux Allemands, aux Italiens, aux Polonais, voilà, nous vous mettons sous le parapluie de la bombe atomique française, je ne suis pas contre. Vous n'êtes pas contre. À partir du moment, écoutez-moi bien, à partir du moment où c'est le président de la République française qui a le bouton nucléaire et personne d'autre. Ça nous ramène, si vous me permettez, nous sommes en 1962. C'est exactement ce que le général de Gaulle a proposé au chancelier allemand Adenauer avec son traité franco-allemand. Et c'est exactement ce que les maîtres de M. Macron et de tous les européistes, en particulier Jean Monnet, qui le raconte lui-même dans ses mémoires, qui a absolument bazardé, qui a ruiné cet accord entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, sous prétexte que ça éloignait la France et l'Allemagne de l'OTAN et des États-Unis. Donc vous êtes pour vous me permettez, c'est très important ce que je viens de raconter. Mais vous êtes pour que l'Union européenne donc soit plus forte, se renforce. Non, donc, pas l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui vous choque dans l'idée d'Emmanuel Macron d'avoir aujourd'hui une Europe de la défense, d'arriver à collectivement s'armer davantage et peut-être même à envoyer des troupes européennes pour sécuriser un éventuel accord de cessez-le-feu? Les Français n'ont pas à se battre pour l'Ukraine. Et ils ne veulent pas se battre pour l'Ukraine. Il s'agirait uniquement de sécuriser un accord de cessez-le. Et alors, si les Russes tirent, on va répondre et on va à la guerre atomique entre deux nations nucléaires. Mais alors inversement, comment est-ce qu'on sécurise un cessez-le-feu? On sécurise parce que, je vous le répétais, s'il y a un accord de neutralité pour l'Ukraine, c'est comme la Finlande et comme l'Autriche, et on n'a pas eu besoin de mettre des troupes. Et Staline lui-même l'a respecté. Mais vous savez que Vladimir Poutine n'a jamais respecté les accords de Minsk. Pardon. Vous savez, excusez-moi, Poutine n'a pas été le seul à ne pas respecter les accords de Minsk. L'Ukraine non plus n'a pas respecté les accords de Minsk. Et M. Zelensky lui-même l'a reconnu qu'il n'avait aucunement l'intention de respecter les accords de Minsk. Et M. Hollande a fait le mariole en disant qu'en vérité, il les a signés, mais il n'avait pas l'intention non plus de les faire respecter. Vous faites confiance, il y avait un traité signé. Donc, vous faites confiance. Regardez d'ailleurs, c'est en train de se passer. Giorgia Meloni qui arrive à Londres au 10 Downing Street, qui va être reçue par le Premier ministre Keir Starmer pour évoquer effectivement cette question de l'Ukraine, avec ce sommet où on retrouve les dirigeants européens. Vous évoquiez cette question peut-être qui va être abordée dans les discussions du parapluie nucléaire. Bien. Ça veut dire, je tiens à dire, au service. Regardez là. Je continue. On la voit arriver avec Keir Starmer. Je vais vous redonner la parole dans une seconde. Merci. Sur cette question du parapluie nucléaire, effectivement, qui pourrait être européen. C'est la première des leaders après le président Zelensky.
On sait que Giorgia Meloni a une relation aussi particulière avec Donald Trump. Et avec Elon Musk. Avec Elon Musk, absolument, les autorités américaines également. Et on va voir tout au long de la journée Emmanuel Macron ensuite qui va arriver sur ce sommet-là. Très bien. Le président français, dont vous évoquiez effectivement à l'instant le fait que vous n'étiez pas opposé au parapluie. Hein. C'est pas la même chose. Vous avez bien dit, attention, c'est le président français qui doit garder le bouton sur l'arme nucléaire. Juste, quand je vous entends répondre à Amandine, ça veut dire que vous faites confiance à Vladimir Poutine s'il signe un accord de paix? On sera bien obligé. Je vais vous dire, la seule faiblesse de l'argumentaire de Donald Trump, et j'ai été étonné que Zelensky ne lui dise pas cela, alors qu'il lui a dit des choses fausses comme le fait que Poutine n'avait pas respecté ses accords avec lui, ce qui était faux. En revanche, il aurait pu lui dire, mais Monsieur le Président, vous partez dans 4 ans. Est-ce que vous êtes sûr que Poutine respectera les accords après? Donc c'est pour ça que je dis, il faut un bon accord, et que le bon accord me semble la neutralité. Mais Éric je Zemmour, continue. Pardon, non, mais dans un instant, je vous redonne la parole. On a juste la publicité. On parlera bien sûr de ce sommet, on continuera, et puis on parlera bien sûr des relations entre la France et l'Algérie. À tout de suite sur BFM TV. Vous êtes bien sur BFM Politique, notre invité aujourd'hui Éric Zemmour. On évoque bien sûr ce qui est en train de se passer à Londres, où une partie des alliés de l'Ukraine se réunissent pour soutenir le président Zelensky. Le président français Éric Zemmour, Emmanuel Macron, qui dit ce matin, si quelqu'un cherche la Troisième Guerre mondiale, si quelqu'un joue à la Troisième Guerre mondiale, il s'appelle Vladimir Poutine. Vous êtes d'accord avec lui? non. Tout ça, ce sont des déclarations, encore une fois, des moulinets, des paroles, tout ça est ridicule. Moi, je pense qu'il faut être sérieux. Vous m'avez interrogé tout à l'heure sur le parapluie nucléaire français et l'Europe. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je n'ai pas pu vous dire, et vous allez voir que c'est un lien avec votre question, je n'ai pas pu vous dire les conséquences. Parce que les conséquences, c'est que les pays européens, Allemagne, Italie, Pologne et les autres, qui pour l'instant achètent quasi exclusivement leurs armes aux Américains. C'est d'ailleurs la conséquence du parapluie nucléaire américain qui protège l'Europe. Et vous voyez qu'il n'y a pas de partage. C'est le président des États-Unis qui a le doigt appuyé sur le bouton et personne d'autre. Bon. Ça voudra dire que ces pays-là achètent des armes françaises. Ils achètent des Rafales au lieu de F-35. Et éventuellement, d'ailleurs, on pourrait imaginer des armes fabriquées en commun. Mais même si je sais la difficulté qu'il y a, je vois pour le fameux SCAF, l'avion franco-allemand, qui est toujours dans les dossiers et qui ne sort jamais parce qu'en vérité, nous n'avons pas les mêmes problématiques, les mêmes besoins, et surtout la même qualité d'industriel. Pour une fois, ce sont les Français qui sont bien meilleurs que les Allemands. Alors vous évoquez justement la question des impacts que ça a sur l'économie, question d'Amandine Atalaya. Oui, puisque le ministre de l'économie, Éric Lombard, dit ce matin dans Le Parisien qu'il faut que la France passe à une économie de guerre. Est-ce que vous partagez ces propos dans la mesure où vous n'avez pas l'air de croire qu'une guerre sur le sol européen puisse arriver? Absolument. Je ne pense que voilà, on peut rien promettre, évidemment, on ne peut rien dire, on peut tous se tromper. Mais en tout cas, je pense que, encore une fois, la menace existentielle n'est pas la Russie, mais est le Sud et le grand remplacement. Et donc, il est inutile de passer à une économie de guerre? Attendez. Moi, j'aimerais que M. Lombard, avant de parler d'économie de guerre, arrive à réduire son budget et à arrêter les gaspillages de l'État. Vous voyez, il est ministre de l'économie et des finances. Monsieur Lombard a fait un budget aussi lamentable que son prédécesseur, c'est-à-dire avec plus de 150 milliards de déficit. Moi, j'aimerais qu'avant de s'occuper de l'économie de guerre, il s'occupe de ça. Deuxièmement, oui, mais cela étant dit, vous ne me répondez pas sur l'économie de guerre. Je vais vous répondre. J'ai demandé, pendant la présidentielle, j'ai dit que la France avait un devoir de puissance et j'avais prévu un effort de réarmement et de dépenses budgétaires consacrées à l'armement énorme, de 400 milliards. Donc, si vous voulez, c'est pas moi. Je vais pas, encore une fois, moi, je ne me gargarise pas de mots économie de guerre. Vous savez ce que c'est l'économie de guerre? C'est 14-18. Ça veut dire que toute l'économie est au service de la guerre. C'est n'importe quoi. Oui, mais, voilà, on n'est pas en guerre, c'est pas vrai. Mais quand il faut arrêter. Macron donc, en revanche, pardon, je vous finis. En revanche, si ça veut dire qu'il faut réarmer, qu'il faut accentuer les cadences, qu'il faut commander plus d'avions, plus de chars, plus de tanks, etc., oui,
Ça, je suis d'accord, je l'ai proposé pendant la Donc présidentielle. vous êtes d'accord avec Sans Emmanuel lien. Macron quand il propose de passer les efforts pour la défense de 5%, d'augmenter les crédits pour la défense de 5%. Mais attendez, il est président depuis quand Et en l'occurrence, il a plutôt augmenté les crédits militaires depuis sa... Non, il a sa- compensé 2017. la baisse. C'est tout ce qu'il a fait. C'est une façon d'augmenter. Oui, si vous voulez. Ouais. Enfin, c'est pas suffisant en tout cas. Bon. Donc maintenant, il se sert de la Russie pour faire ce qu'il aurait dû faire de toute façon. Donc oui, il aurait dû le faire de toute façon. Je vous répète ce que je vous ai dit en début d'émission. Nous sommes aussi dépendants des États-Unis que l'Ukraine et que les autres. Nous ne pouvons plus nous battre sans les Américains. C'est un vrai problème de souveraineté. Éric Zemmour, cette actualité internationale très riche et effectivement au premier plan, on l'a vu ces derniers jours, avec un bras de fer aussi qui oppose la France à l'Algérie. Le Premier ministre et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ont décidé d'engager un rapport de force, ce sont leurs propres mots. Ils donnent 6 semaines à Alger pour examiner si les accords entre nos pays sont respectés. Une liste de personnes à reprendre par l'Algérie va être soumise à Alger. Et si au bout de ce délai, les accords ne sont pas respectés, la France pourra les dénoncer. J'imagine qu'à vos yeux, c'est satisfaisant cela, non? Mais cher monsieur, Emmanuel Macron a sifflé la fin de la récréation. Pour une chaîne d'information, vous m'étonnez. Tout ça, c'était avant qu'Emmanuel Macron dise qu'on ne renoncerait pas unilatéralement aux accords de 68 signés avec l'Algérie et qui facilitent l'immigration des Algériens. Donc Emmanuel Macron s'est couché. Voilà. Il s'est couché. Ah oui, il s'est couché, oui. Ce que je disais tout à l'heure, il fait des moulinets de loin, parce que la Russie est loin, mais quand, avec l'Algérie, il se couche. Et pourquoi il se couche? J'aimerais... Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est une espèce de sentiment de culpabilité hérité de la période coloniale qui anime les élites françaises depuis à peu près 50 ans. Et Emmanuel Macron est la fin de l'histoire. Vous aviez dit que c'était une bénédiction, je crois, la colonisation. À une interview, vous aviez répondu à Guyane Première. Est-ce que vous le rediriez? Ah oui, je le redirai. Pour vous, la colonisation, cher c'était monsieur, une bénédiction? Cher monsieur, moi, j'ai été colonisé par la France et je ne reconnaîtrai jamais assez ma gratitude à la France de m'avoir colonisé. Donc pour Elle vous, la m'a colonisation... donné accès à la littérature française, à Chateaubriand, à Balzac. Elle a permis à mes parents de sortir de la misère, monsieur. Et grâce à la France, nous sommes citoyens français, c'est-à-dire citoyens. Donc la colonisation en Algérie, du pour monde. vous, c'était le mot bénédiction. Je maintiens. L'Algérie, je le répète, ce que j'ai dit chez votre collègue Benjamin Duhamel, l'Algérie était un cloaque. L'Algérie a été cultivée, développée par la France. Il y a eu des ponts, etc., des chemins de fer, des écoles, etc., etc. Aucun colonisateur de l'Algérie, parce que l'Algérie n'a eu que des colonisateurs depuis 1000 ans, n'avait fait le quart de la moitié de ce qu'a fait la France. Demandez qu'on vous montre un hôpital, une route, un pont créé par l'Empire ottoman qui a occupé l'Algérie pendant des siècles. Vous ne les trouverez pas. Question d'Amandine, justement, sur les mesures pour faire face à l'Algérie. Oui, puisqu'il y a tout un panel de mesures qu'on peut prendre face à l'Algérie sans aller jusqu'à dénoncer forcément le traité avec l'Algérie. Lesquelles vous prendriez en priorité pour essayer d'obtenir plus de laissez-passer consulaires de leur part? Je pense que moi, vous savez, je ne me focalise pas sur les laissez-passer consulaires. Je pense qu'il faut une politique globale. Je pense que nous vivons une contre-colonisation de l'Algérie. D'ailleurs, M. Tebboune l'a dit dans une interview quand il a dit que les Français devraient donner des visas aux Algériens de 132 ans. C'est la durée de la colonisation française, 1830-1962. Donc il faut faire face à une contre-colonisation. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut lutter contre ce sentiment de culpabilité, il faut lutter contre ce sentiment, cette peur de la rue arabe, des banlieues qui pourraient... Non mais là, on pourrait vous rétorquer, Éric Zemmour, vous aussi vous faites des moulinets. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas du tout, parce que moi, je mène d'abord le combat culturel et ensuite, je prends des mesures. Alors, si vous voulez des mesures, je vais vous les donner. Premièrement, je supprime le traité de 68. Je romps unilatéralement le traité de 68 qui facilite l'immigration des Algériens. Deuxièmement, je romps également l'accord de 2007 qui permet à tous les détenteurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux parce qu'ils les donnent comme des barres de chocolat, les passeports diplomatiques aux dignitaires algériens et à leurs familles. Ils n'auront plus le droit de rentrer facilement en France. Troisièmement, je donne autant de visas aux Algériens qu'ils ne donneront
de laissez-passer consulaires. Quatrièmement, si tout cela ne suffit pas, je bloque les transferts de fonds des Algériens en France vers l'Algérie. Quatrièmement, si tout cela ne suffit pas, j'interdis aux dignitaires algériens de venir se faire soigner en France. Cinquièmement, si tout cela ne suffit pas, je saisis les biens immobiliers, Dieu sait s'ils en ont, et de luxueux, des dignitaires algériens en France. Et enfin, j'ouvre les comptes. Je fais savoir au peuple algérien les comptes des dignitaires algériens. On entend, je tiens à dire... C'est le moment juste de souligner que Gérald Darmanin avait tenté la méthode dure en suspendant les visas pour les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, et les résultats avaient été très mauvais. Nous n'avions pas obtenu de leur part plus de laissez-passer consulaires. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché aujourd'hui la méthode dure? Attendez. C'est très bien. Dans ce cas-là, on fait ce que je viens de dire. On saisit les biens immobiliers des dignitaires algériens. On ouvre leurs comptes. On montre le fruit de la corruption. Et je tiens à vous dire, parce que je profite de votre émission, parce que je suis souvent ciblé par la presse algérienne. Contrairement à ce qu'ils disent et à ce qu'ils écrivent, je ne suis pas un nostalgique de l'Algérie française. D'ailleurs, je n'y ai jamais vécu. Je me moque complètement. Je ne veux pas reprendre l'Algérie. Au contraire. En revanche, je ne veux pas que mon pays devienne une colonie de l'islam et de l'Algérie. Ce n'est pas la même chose. Si vous coupez les ponts avec l'Algérie comme vous semblez le souhaiter, comment on fait pour faire libérer Boualem Sansal? Mais est-ce qu'on a réussi à le faire libérer, là? Enfin, ce pauvre homme, cet écrivain, et en plus un ami de 80 ans, qui est malade, à qui on dit « Ah non, vous changez d'avocat parce qu'il est juif, celui-là, on n'en veut pas ». Qu'est-ce que c'est que ces méthodes-là? Ça vous rappelle rien, là? C'est ça, les méthodes de la dictature algérienne. Alors avec ces gens-là, si vous voulez, moi, rompre les ponts ne me gêne pas. Et je voudrais dire quelque chose. Je vois très bien l'ambiance qu'il y a actuellement. Il y a une espèce de rassemblement de tous les soutiens de l'Algérie. Des politiques comme évidemment Mélenchon, LFI, mais aussi Dominique de Villepin, des journalistes comme Jean-Michel Apathy. Pour vous, Dominique de Villepin est un soutien de l'Algérie? Attendez, évidemment. Et des universitaires comme Benjamin Stora. Ils sont tous là à essayer de protéger l'Algérie. Non, ils mettent en avant la diplomatie, Éric Zemmour. Attendez, je vais vous dire ce que je pense. Vous savez, en France, je trouve, je l'ai assez dit, qu'on abuse des comparaisons avec les années 30. Mais pour une fois, je vais suivre cette mode. Je trouve que tous ces gens-là ressemblent furieusement à ce qu'on appelait le comité France-Allemagne dans les années 30, qui préparait l'opinion publique française à l'occupation de leur pays par l'Allemagne. C'est-à-dire que ce sont des collaborateurs. Fort, c'est-à-dire que vous les traitez de collaborateurs? À l'époque, ils ne l'étaient pas. Avec l'Algérie. À l'époque, ils ne l'étaient pas. Non, mais ils faisaient ça au nom de la paix et des bonnes relations avec l'Allemagne. Bruno Retailleau, aujourd'hui, est sous le feu des projecteurs, extrêmement présent sur ces sujets-là. Un sondage Elab réalisé pour BFM TV disait en milieu de semaine que 62% des Français jugent que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous aussi, vous jugez que c'est un bon ministre de l'Intérieur? En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que j'entends des choses qui sonnent délicieusement à mes oreilles. Sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France, sur l'état de droit qui peut évoluer. Ça, incontestablement, j'ai dû dire des choses de la même façon et M. Retailleau les dit aussi, et il pense aussi, et il ne m'a pas attendu pour le dire. Maintenant, je ne sais pas, j'attends des résultats, M. Retailleau est ministre de l'Intérieur, donc j'attends qu'il y ait plus d'OQTF renvoyés, moins d'égorgements. Moins d'égorgements. Oui, moins d'égorgements. D'égorgements. Vous savez, il y a tous les jours des gens qui se font égorger par des OQTF ou des étrangers maghrébins. Ah oui, très souvent, oui. Très souvent. Il y a, vous savez, à peu près, je crois, 200 000 agressions au couteau par an. Calculez combien ça fait. C'est énorme. Il y a 450 000 coups et blessures par an aujourd'hui. 450 000. Mais quand vous voyez son action, et vous savez aussi qu'il y a à peu près 25% d'étrangers dans les prisons françaises. Et dans ces étrangers... vous semblez, Éric Zemmour, plus positif à l'endroit de Bruno Retailleau dans vos propos que vous ne l'êtes en général vis-à-vis de Marine Le Pen. C'est-à-dire que vous croyez plus en son avenir qu'en celui de Marine Le Pen? Je n'ai pas dit ça. Vous savez, avec Marine Le Pen, j'ai des désaccords de fond. Marine Le Pen est socialiste. Et Marine Le Pen pense que le grand remplacement n'existe pas et que l'islam est compatible avec la République. Et avec Bruno Retailleau, vous n'avez pas ces désaccords de fond? Alors, Monsieur Retailleau, je n'ai pas de désaccord de propos, mais en revanche,
je ne vois pas trop les résultats de son action. Mais alors, Et Éric donc Zemmour, j'attends les résultats de son action. Je vois par ailleurs que j'ai vu une nomination qui m'a surpris de sa part, dans une C'est-à-dire direction importante d'une jeune femme de SOS Racisme. Je ne suis pas sûr que ce soit en concordance avec ses propos. Je vois par exemple, puisqu'il va se lancer dans la bataille pour la présidence de LR, certains de ses soutiens, qui s'appellent M. Larcher, M. Copé, M. Bertrand, Mme Pécresse, c'est-à-dire des gens qui m'ont combattu avec une hargne folle pendant la présidentielle et qui disaient que j'étais contraire à leurs valeurs. mais Éric Donc Zemmour, si je comprends bien, soit ils ont changé de valeur, soit maintenant, M. Retailleau correspond à leurs valeurs alors qu'il dit la même chose que moi. Tout ça est curieux et Éric bizarre, Zemmour. mais moi je ne fais pas de procès d'intention à personne. Éric Zemmour, J'attends. entre Bruno Retailleau et Marine Le Pen, Mhm. si vous aviez le choix du bulletin électoral, vous votez pour Marine Le Pen ou pour Bruno Retailleau? Ah mais je vote pour Éric Zemmour. Ça veut dire que vous nous dites que vous serez candidat à la prochaine Eh ben, élection on verra. présidentielle? Mais en tout cas, moi je ne commence pas à dire pour qui je vais voter. Ben, si Je vous vote dites que pour vous moi. votez pour vous, Je vote pour dites-le nous. moi, oui. Vous vous préparez à la prochaine élection présidentielle? Je me prépare. On verra bien. Qu'est-ce qui ferait que vous ne seriez pas candidat? On voit beaucoup, par exemple, Sarah Knafo, la députée européenne, très présente médiatiquement, qui est dans les sondages d'opinion d'ailleurs un peu plus populaire que vous. Est-ce que ça pourrait être la candidate si vous n'y alliez pas? Ah, nous verrons. A priori, s'il y a un candidat à Reconquête, ce sera moi. Et vous savez, le petit jeu de monter Sarah Knafo contre moi, je vois d'où ça vient, je vois qui ça arrange, je vois qui elle dérange par son travail brillant Qui et qui est reconnu par tout le monde. Ben, vous avez qu'à voir tous les gens que ça agace autour dans la droite dite nationale. C'est-à-dire pour vous, c'est Marion Maréchal, c'est Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella? Elle dérange qui? Eh, Vous Lise- dérangez qui? Lisez les papiers, vous verrez. Quand nous avons une députée européenne Reconquête et qu'elle fait plus de travail que des dizaines d'autres députés, évidemment, ça agace beaucoup de gens. Voilà. Mais si elle était mieux placée que vous dans les sondages, est-ce que la question se poserait à l'approche de l'élection Ce n'est présidentielle? pas les sondages qui déterminent le choix d'un candidat, en tout cas chez moi. Donc non, ça ne changera rien. Votre prochain livre est écrit? Non, je travaille, j'ai écrit des choses. Je vous dis, je travaille sur l'adaptation de mon livre en documentaire télé et en une version américaine. Et je travaille sur d'autres textes. Donc j'ai beaucoup de travail. Et donc puisqu'on- pour bien entendre ce que vous venez de nous dire, vous vous préparez bien à être une nouvelle fois candidat à l'élection Nous verrons. présidentielle? En tout cas, je passe beaucoup de temps parmi mes militants. Je vais dans toute la France pour les voir, pour les écouter et pour les réconforter après toutes les trahisons que nous avons subies et pour les préparer à cette épreuve redoutable. Qu'est-ce que vous ferez de mieux en 2027 qu'en 2022? Qu'est-ce que vous avez appris? Oh, j'ai appris des tas de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, vous savez, que d'abord, on ne peut rien prévoir. Il y a des événements qui vous tombent dessus. On a longtemps parlé de la guerre en Vous Ukraine. pensez que c'est toujours ce qui vous a fait perdre la présidentielle? Ah, en tout cas, attendez, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que la guerre en Ukraine avait faussé la campagne et qu'elle avait changé la donne de la campagne et que ça avait modifié les dynamiques qui étaient évidentes la veille encore de ce fameux 24 février. Je n'ai pas dit que j'aurais gagné la présidentielle. J'ai dit que le 23 février, j'étais au second tour. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris de mes erreurs avec les médias. J'ai appris aussi que j'étais peut-être parfois trop franc et trop trop, comment dire, trop direct. Et cherchez à aujourd'hui, vous Éric dédiaboliser? Zemmour, nous sommes en 2025. Non, je ne cherche pas à me dédiaboliser. Si la question est je ne cherche pas à me dédiaboliser. Je pense que la dédiabolisation, c'est la soumission aux médias et à la doxa de gauche. Donc il ne faut pas se dédiaboliser. C'est d'ailleurs, Est-ce on que parlait vous- tout à l'heure, la grande leçon que nous donne Donald Trump. Bah, Il ne s'est justement, pas Éric dédiabolisé et il a gagné la présidentielle. Amandine Justement, Atalaya. puisqu'on parle des États-Unis et de Donald Trump, est-ce que vous avez des contacts avec Elon Musk ou le vice-président américain J.D. Vance, qui ont soutenu plusieurs partis nationalistes de la droite dans l'Union européenne? Est-ce que vous échangez avec eux? Est-ce que vous souhaitez leur soutien? Bah, écoutez, je pense que leur soutien serait naturel, mais je ne connais pas personnellement M. Musk, je ne connais pas personnellement M. Vance, donc je ne vais pas jouer comme ça les mouches du coche. En revanche, je sais que M. Vance connaît le même centre de formation, le Claremont Institut, dans lequel a travaillé Sarah Knafo et des gens que j'ai bien connus. Donc Ludovic, voilà, c'est tout. Mais encore une fois, je reviens au début de notre conversation. Il y a des mouvements
politiques, idéologiques, occidentaux qui nous dépassent. Et c'est tout. Et donc chacun est le représentant dans Éric son Zemmour, pays. question de Ludovic Vigon. En 2022, il y avait une sorte de primaire entre Marine Le Pen et vous. Elle l'avait facilement emporté, c'était qualifié Elle au l'avait second facilement tour de emporté, très- vous appelez ça, vous? Oui, elle vous avait largement Le distancé jour au final. premier tour. Le Oui, jour mais bon, final. malgré tout, c'est C'est ce ce qui qui compte compte. dans les urnes. Pourquoi ce ne serait pas à nouveau le cas en 2027 ? Et pourquoi pas? Et pourquoi? On verra. Je ne peux pas vous dire, vous savez, la situation sera différente en 2027. Est-ce que si vous étiez président, vous vous inspireriez de ce que fait Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis? Bah, pour certaines choses, oui. Vous savez, les États-Unis ne sont pas la France. Je ne suis pas le porte-parole de Donald Trump. Il y a des intérêts différents. On l'a vu, on va le voir dans l'agriculture. On va le voir quand Donald Trump annonce une augmentation des taxes. Évidemment que c'est difficile pour nos agriculteurs. Mais Il faut prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis. Je vais vous dire, c'est même pas des mesures de rétorsion qu'il faut prendre. C'est simplement réorganiser la politique agricole commune différemment. Il faut arrêter avec les accords de libre-échange. Je dirais même, comme mes amis de la coordination rurale, il faut sans doute réfléchir à sortir l'agriculture des accords commerciaux, un peu comme la culture. Vous voyez, l'exception agriculturelle. Ce qui permettrait de reprendre la PAC à ses principes initiaux. Dans les années 60, on parlait du général de Gaulle tout à l'heure, c'est-à-dire préférence communautaire et tarif extérieur commun. Moi, j'ai été très choqué, puisque on parle d'agriculture, j'ai été très choqué avec les producteurs de tomates françaises de voir les tomates marocaines en vedette au salon de l'agriculture. Ça m'a choqué. Je pense que vous savez, aujourd'hui, on achète 60% de nos fruits à l'étranger et 40% de nos légumes. Je veux dire, à ce compte-là, on n'aura plus de producteurs de fruits et légumes. C'est ça qui va se passer. Donc, il faut retrouver les vrais principes, les principes initiaux de la PAC, préférence communautaire et tarif extérieur commun. Éric Zemmour, on l'a vu il y a quelques instants, la leader italienne Giorgia Meloni arrivée à Londres pour ce sommet de soutien à l'Ukraine. Elle déclare qu'il est, je cite, très important d'éviter que l'Occident se divise. Vous êtes d'accord avec elle? Si vous voulez, il y a deux choses. Là aussi, je disais, nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas Trump, nous ne sommes pas italiens. L'Italie. Attendez. L'Italie a une tradition atlantiste très forte que Mme Meloni reprend à son compte. C'est tout à fait naturel. Maintenant, sur le concept d'Occident, je suis d'accord avec elle. Il y a un Occident, nous devons redevenir occidentaux. Ça ne veut pas dire que nous ne défendons pas nos intérêts, même contre les États-Unis de Donald Trump, mais ça veut dire que nous nous sentons occidentaux et que nous ne sommes pas un monde en petit, en miniature. Il faut absolument retrouver ce sentiment d'appartenance à l'Europe et à l'Occident. Merci beaucoup, Éric Zemmour.